Sido de Colette, 1930. Chapitre 1. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fier, mon pauvre minet chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. Les vrais, parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux, parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. À ce compte-là, je pourrais me vanter que ma mère est née boulevard Bonne Nouvelle. Toi, te voilà comme le pou sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. On dirait que Paris les efface. Elle s'interrompait, levait le rideau de tulle qui voilait la fenêtre. Ah, voici mademoiselle Thévenin qui promène en triomphe dans toutes les rues sa cousine de Paris. Elle n'a pas besoin de le dire que cette dame Kériot vient de Paris. Beaucoup de seins, les pieds petits et des chevilles trop fragiles pour le poids du corps. Deux ou trois chaînes de cou, les cheveux très bien coiffés. Il ne m'en faut pas tant pour savoir que cette dame Kériot est caissière dans un grand café. Une caissière parisienne ne pare que sa tête et son buste, le reste ne voit guère le jour. En outre, elle ne marche pas assez et engraisse de l'estomac. Tu verras beaucoup à Paris ce modèle de femme tronc. Ainsi parlait ma mère quand j'étais moi-même autrefois une très jeune femme. Mais elle avait commencé bien avant mon mariage, de donner le pas à la province sur Paris. Mon enfance avait retenu des sentences excommunicatoires le plus souvent, qu'elle lançait avec une force d'accent singulière. Où prenait-elle leur autorité, leur suc, elle qui ne quittait pas 3 fois l'an son département? D'où lui venait le don de définir, de pénétrer, et cette forme décrétale de l'observation? Ne l'eussé-je pas tenu d'elle, qu'elle m'eût donné, je crois, l'amour de la province? Si, par province, on entend pas seulement un lieu, une région éloignée de la capitale, mais un esprit de caste, une pureté obligatoire des mœurs, l'orgueil d'habiter une demeure ancienne, honorée, close de partout, mais que l'on peut ouvrir à tout moment sur ses greniers aérés, son fenil empli, ses maîtres façonnés à l'usage et à la dignité de leur maison. En vrai provincial, ma charmante mère, Sido, tenait souvent ses yeux de l'âme fixés sur Paris. Théâtre de Paris, mode, fête de Paris, ne lui étaient ni indifférents ni étrangers. Tout au plus les aimait-elle d'une passion un peu agressive, rehaussée de coquetterie, bouderie, approche stratégique et danse de guerre. Le peu qu'elle goûtait de Paris, tous les 2 ans environ, l'approvisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous, lourde de chocolat en barre, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette. Et elle commençait de nous peindre Paris, dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien. En une semaine, elle avait visité la momie exhumée, le musée agrandi, le nouveau magasin, entendu le ténor et la conférence sur la musique birmane. Elle rapportait un manteau modeste, des bas d'usage, des gants très chers. Surtout, elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait. Elle revenait, aile battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour, l'odeur de sa pelisse en ventre de gris pénétrait d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion. D'un geste, d'un regard, elle reprenait tout. Quelle promptitude de main!
Elle coupait des bolducs roses, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amaigri, touchait et flairait mes longues tresses pour s'assurer que j'avais brossé mes cheveux. Une fois qu'elle dénouait un cordon d'or sifflant, elle s'aperçut qu'au géranium prisonnier contre la vitre d'une des fenêtres, sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d'or, à peine déroulée, s'enroula 20 fois autour du rameau rebouté, étayé d'une petite éclisse de carton. Je frissonnai et crus frémir de jalousie, alors qu'il s'agissait seulement d'une résonance poétique, éveillée par la magie du secours efficace scellé d'or. Il ne lui manquait, pour être une provinciale type, que l'esprit de dénigrement. Le sens critique en elle se dresserait vigoureux, versatile, chaud et gai comme un jeune lézard. Elle happait au vol le trait marquant, la tare, signalée d'un éclair des beautés obscures et traversée lumineuse des cœurs étroits. Je suis rouge, n'est-ce pas demandait-elle au sortir de quelque âme en forme de couloir. Elle était rouge, en effet. Les pythonisses authentiques, ayant plongé au fond d'autrui, émergent à demi suffoquées. Une visite banale, parfois la laissait cramoisie, et sans force au bras du grand fauteuil capitonné en reps vert. Ah, c'est Vivenet, que je suis fatiguée. C'est Vivenet, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman? J'arrivais de l'école et je marquais ma petite mâchoire en croissant dans un talon de pain frais, comblé de beurre et de gelée de framboise. Ce qu'ils m'ont fait! Ils sont venus! Que m'auraient-ils fait d'autre et de pire? Les deux jeunes époux en visite de noces, flanqués de la mère Vivenet. Ah, c'est Vivenet! Elle ne m'en disait guère plus, mais plus tard, quand mon père rentrait, j'écoutais le reste. Oui, contait ma mère, des mariés de 4 jours. Quelle inconvenance! Des mariés de 4 jours. Cela se cache, ne traîne pas dans les rues, ne s'étale pas dans les salons, ne s'affiche pas avec une mère de la jeune mariée ou du jeune marié. Tu ris, tu n'as aucun tact. J'en suis encore rouge d'avoir vu cette jeune femme de 4 jours. Elle était gênée, elle. Au moins, un air d'avoir perdu son jupon, ou de s'être assise sur un banc frais peint. Mais lui, l'homme, oh, une horreur. Des pouces d'assassin et une paire de tout petits yeux embusqués au fond de ses deux grands yeux. Il appartient à un genre d'hommes qui ont la mémoire des chiffres, qui mettent la main sur leur cœur quand ils mentent et qui ont soif l'après-midi, ce qui est un signe de mauvais estomac et de caractère acrimonieux. Pan! Applaudissait mon père. Bientôt j'avais mon tour pour avoir sollicité la permission de porter des chaussettes l'été. Quand auras-tu fini de vouloir imiter Mimi Antonin dans tout ce qu'elle fait, chaque fois qu'elle vient en vacances chez sa grand-mère? Mimi Antonin est de Paris et toi d'ici. C'est l'affaire des enfants de Paris de montrer l'été leurs flûtes, sans bas, et l'hiver leurs pantalons trop courts et de pauvres petites fesses rouges. Les mères parisiennes remédient à tout quand leurs enfants grelottent, par un petit tour de cou en Mongolie blanche. Pas les très grands froids, elles ajoutent une toque assortie. Et puis, on ne commence pas à 11 ans à porter des chaussettes, avec les mollets que je t'ai faits. Mais tu aurais l'air d'une sauteuse de corde, et il ne te manquerait qu'une sébile en fer blanc. Ainsi parlait-elle, et sans chercher jamais ses mots, ni quitter ses armes. J'appelle armes ces deux paires de verres, un couteau de poche, souvent une brosse à habits, un sécateur, de vieux gants, parfois le sceptre d'osier, épanoui en raquette trilobée, qu'on nomme tapette et qui sert à fouetter les rideaux et les meubles. La fantaisie de ma mère ne pliait que devant les dattes qu'on fête, en province, par les nettoyages à fond, la lessive, l'embaumement des lainages et des fourrures. Mais elle ne se plaisait ni au fond des placards, ni dans la funèbre poudre du camphre.
et qu'elle remplaçait d'ailleurs par quelques cigares coupés en berlingot, les culots de pipe d'écume de mon père et de grosses araignées qu'elle enfermait dans l'armoire giboyeuse, refuge des mythes d'argent. C'est qu'elle était agile et remuante, mais non ménagère appliquée, propre, nette, dégoûtée, mais loin du génie maniaque et solitaire qui compte les serviettes, les morceaux de sucre et les bouteilles pleines. La flanelle en main et surveillant la servante qui essuyait longuement les vitres en riant aux voisins, il lui échappait des cris nerveux d'impatient appel à la liberté. Quand j'essuie longtemps et avec soin mes tasses de Chine, disait-elle, je me sens vieillir. Elle atteignait loyale la fin de la tâche. Alors, elle franchissait les 2 marches de notre seuil, entrait dans le jardin. Sur le champ tombait son excitation morose et sa rancune. Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote, et elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. Vois comme cette pensée ressemble au roi Henri VIII d'Angleterre, avec sa barbe ronde, disait-elle. Au fond, je n'aime pas beaucoup ces figures de reîtres qu'ont les pensées jaunes et violettes. Dans mon quartier natal, on n'eût pas compté 20 maisons privées de jardin. Les plus mal partagées jouissaient d'une cour, plantée ou non, couverte ou non de treilles. Chaque façade cachait un jardin de derrière, profond, tenant aux autres jardins de derrière par des murs mitoyens. Ces jardins de derrière donnaient le ton au village. On y vivait l'été, on y lessivait, on y fondait le bois l'hiver, on y besognait en toute saison, et les enfants, jouant sous les hangars, perchés sur les ridelles des chars à foin dételés. Les enclos qui jouxtaient le nôtre ne réclamaient pas de mystère la déclivité du sol. Des murs hauts et vieux, des rideaux d'arbres protégeaient notre jardin d'en haut et notre jardin d'en bas. Le flanc sonore de la colline répercutait les bruits, portés d'un atoll maraîcher cerné de maisons à un parc d'agréments, les nouvelles. De notre jardin, nous entendions au sud Miton éternuer en bêchant et parler à son chien blanc dont il teignait au 14 juillet la tête en bleu et l'arrière-train en rouge. Au nord, la mère Adolphe chantait un petit cantique en bottelant des violettes pour l'autel de notre église foudroyée qui n'a plus de clocher. À l'est, une sonnette triste annonçait chez le notaire la visite d'un client. Que me parle-t-on de la méfiance provinciale? Belle méfiance, nos jardins se disaient tout. Ô aimable vie polissée de nos jardins, courtoisie, aménité de potager à fleuriste et de bosquet à basse-cour. Quel mal jamais fut venu par-dessus un espalier mitoyen le long des faîtières en dalles plates, cimentées de lichen et d'orpins brûlants, boulevard des chats et des chattes. De l'autre côté sur la rue, les enfants insolents musaient, jouaient aux billes, troussaient leurs jupons au-dessus du ruisseau. Les voisins se dévisageaient et jetaient une petite malédiction, un rire, une épluchure dans le sillage de chaque passant. Les hommes fumaient sur les seuils et crachaient. Gris de fer, à grands volets décolorés, notre façade à nous ne s'en trouvait que sur mes gammes malhabiles, un aboiement de chien répondant aux coups de sonnette, et le chant des serins verts en cage. Peut-être nos voisins imitaient-ils dans leur jardin la paix de notre jardin où les enfants ne se battaient point, où bêtes et gens s'exprimaient avec douceur, un jardin où, 30 années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre ocreuse, fendillée entre les tiges du blé, et sous la géante ombelle du pané sauvage, celle de la mer, grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales.
Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel illuminé de 1000 gouttes d'eau et de bourgeons lancéolés. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige, des greniers à fourrage, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. La bourrasque d'ouest! Cours! Ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. Mousse exaltée du navire natal, je m'élançai, claquant des sabots, enthousiasmé si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir, sifflante un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d'ouest et de février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas, ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains mêmes de l'ouest rué sur notre jardin. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des bois taillis, cela en rampe allumée au long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil. Car Sido aimait au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret alquécange encore qu'elle accusa, sa fleur, veinée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais. À contre-cœur, elle faisait pacte avec l'Est. Je m'arrange avec lui, disait-elle, mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait, entre tous les cardinaux et collatéraux, ce point classé, traître, au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de muguet, quelques bégonias et des crocus mauves, veilleuses des froids crépuscules. Or une corne de terre, or un bosquet de lauriers cerises dominé par un junco biloba, je donnais ces feuilles en forme de raies à mes camarades d'école, qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune, à tremblements rouges et violets, mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet dépendent encore d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Été réverbéré par le gravier jaune et chaud, été traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, été presque sans nuit. Car j'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30 et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seul, ce pays mal pensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure, que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Ma mère me laissait partir après m'avoir nommé beauté, joyau tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre, chef-d'œuvre, disait-elle. J'étais peut-être jolie. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord. Je l'étais à cause de mon âge et du lever du jour,
à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne seraient lissés qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillé sur les autres enfants endormis. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas avant d'avoir mangé mon sou, pas avant d'avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chiens qui chassent seuls, et goûté l'eau de deux sources perdues, que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait aussitôt née et replongeait sous la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent, s'étalait secrète au centre d'un pré, où des narcisses, fleuris en ronde, attestaient seuls sa présence. La première avait goût de feuilles de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elles, je souhaite que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir, et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, oui du salon, à de brefs soliloques inspirés, et les manifestations généralement botaniques de sa courtoisie. Entre Sèbe et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et maître de Fourolle, une zone de points collatéraux, moins précise et moins proche, prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Bien que ma liberté à toute heure dépendît d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton incliné, l'illusion et la foi me revenaient dès que j'atterrissais au retour sur le gravier du jardin. Car après la question «D'où viens-tu?» et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage de jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison. De par sa suzeraineté et sa sollicitude, les murs grandissaient, des terres inconnues remplaçaient les enclos que j'avais sautillant de mur à mur, de branche à branche, aisément franchis, et j'assistais au prodige familier. C'est vous que j'entends, Seb? Criait ma mère. Avez-vous vu ma chatte? Elle repoussait en arrière la grande capeline de paille rousse qui tombait sur son dos, retenue à son cou par un ruban de taffetas marron, et elle renversait la tête pour offrir au ciel son intrépide regard gris, son visage couleur de pomme d'automne. Sa voix frappait-elle l'oiseau de la girouette, la bondrée planante, la dernière feuille du noyer, ou la lucarne qui avalait au petit matin les chouettes? Ô surprise! Ô certitude! D'une nue à gauche une voix de prophète enrhumé versait un nom, madame Colette, qui semblait traverser à grand-peine une barbe en anneaux, des pelotes de brume, et glisser sur des étangs fumants de froid. Ou bien oui, madame Colette, chantait à droite une voix d'ange aigrelé, probablement branchée sur le Cyrus fusiforme qui naviguait à la rencontre de la jeune lune. Elle vous a entendu. Elle passe par là. Merci, criait ma mère au jugé. Si c'est vous, Seb, rendez-moi donc mon piquet et mon cordeau à repiquage. J'en ai besoin pour aligner les laitues. Et faites doucement, je suis contre les hortensias. Apport de songe, fruit d'une lévitation magique, jouet de sabbat, le piquet quenouillé de ces 10 mètres de cordelette, voyager par les airs, tomber couché aux pieds de ma mère. D'autres fois, elle vouait à des génies subalternes, invisibles, une fraîche offrande. Fidèle au rite, elle renversait la tête, consultait le ciel. Qui veut de mes violettes double rouge? Criait-elle. Moi, madame Colette, répondait l'inconnaissable de l'Est, plaintif et féminin. Prenez.
Le petit bouquet noué d'une feuille aqueuse de jonquilles volait en l'air, recueilli avec gratitude par l'Orient plaintif. Qu'elles sentent donc bon! Dire que je n'arrive pas à élever les pareilles! Naturellement, pensai-je, et j'étais prêt d'ajouter: c'est une question de climat. Levé au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin, et du fond du lit, je demande: d'où vient le vent? À quoi l'on me répond: il fait bien joli. C'est plein de passereaux dans le palais royal. Il fait vilain. Un temps de saison. Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification, comme la double haleine divergente d'un montre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise d'Est, l'ennemi, le beau froid sec, et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. Il va geler, la chatte danse, disait-elle. Son ouïe qu'elle garda fine l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens. Écoute, Surmoutier, me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'Ouest par-dessus la clôture la plus basse. Tu entends? Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau, et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vanait sur ses vases verdâtres. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été, sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommé Sido. Des présages décolorés par sa mort errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était libre, efficace, péremptoire qu'au plein air de notre province. Pour vivre à Paris, me confiait-elle, il m'y faudrait un beau jardin. Et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbus qui sont de si sensibles baromètres. Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les 2 barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquées, viraient, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter en les comptant les pelures mi-cassées des oignons. Une, deux, 3 robes, 3 robes sur l'oignon. Elle laissait choir lunettes au binocle sur ses genoux, ajoutait pensivement: c'est signe de grand hiver. Je ferai habiller de paille la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée. Et les écureuils autour de la guillemette ont volé les noix et les noisettes en quantité pour leurs provisions. Les écureuils savent toujours tout. Annonçait-on dans un journal le dégel? Ma mère haussait l'épaule, riait de mépris. Le dégel? Les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte. Frileuse, la chatte, en effet, pliait sous elle des pattes invisibles et serrait fortement les paupières. Pour un petit froid passager, continuait Sido, la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pattes de devant et les roule en manchon. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot,
géranium rare, rosier nain, reine des prés au panache de brume blanche, et rose, quelques plantes grasses, poilues et trapues, comme des crabes, des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud gardé des vents sévères, son musée d'essai, des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. Ne touche pas, mais rien ne pousse. Et qu'en sais-tu? Est-ce toi qui en décides? Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de physalis. Là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des sentences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là, et là, et là, ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyé. Je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrés ou bien une chrysalide de pan de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé, cette main de Sido, brunie, tôt gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs, bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix. Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétira son petit rejet blanc, et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien? Tu n'y toucheras pas. Non, maman. À ce moment, son visage enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage plus âgé, résigné et doux. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple, je fouillerais jusqu'à son secret la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi, qui ne pensais pas à notre ressemblance, et que déjà je cherchais enfin ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvre la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas, avant le mien, touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariais l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipité d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. Je ne recevais pas en paiement de mes méfaits d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Sitôt, répugnée à toute hécatombe de fleurs, elle qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait non d'un air vindicatif. Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier à la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette. Mais roses mousses? Quelle horreur! Sur un mort? Après ce cri, elle se reprenait et répétait non! Personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer. Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole, comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à 3 pièces, l'inutile fichu de laine, et contempla à l'aise les cheveux en anneaux de bronze, les joues, les yeux noirs sévères et vastes d'un garçon de 10 mois, plus beau vraiment
que tous les autres garçons de 10 mois. Elle lui donna une rose cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça, puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales, rebordés et de sanguin à l'image de ses propres lèvres. Attends, vilain, dit sa jeune mère. Mais la mienne applaudissait, des yeux et de la voix, au massacre de la rose, et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pélargonium, lobélia, rosier nain et reine des prés au reposoir de la fête-Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'église des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre 11 et 12 ans et les cantiques du salut. Le 1er mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchai le lilas, la camomille et la rose devant l'autel de la Vierge, et je revins fier de montrer un bouquet béni. Ma mère rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe qui attirait les hannetons au salon jusque sous la lampe. Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà avant? Je ne sais d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, la peignent tantôt sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traitent de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, en Belgique, où s'étaient fixés ses 2 frères aînés, puis elle revint dans Lyon et s'y maria 2 fois. D'où, de qui lui furent remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province? Je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui, en elle, refoulée, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vue suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles, car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffer ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvai ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel, d'où elle bannissait les religions humaines. Chut! Regarde! Un merle noir oxydé de vert et de violet piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. Qu'il est beau! Chuchotait ma mère. Et tu vois comme il se sert de sa patte. Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance. Et ce tour de bec pour vider le noyau. Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail. Chut! L'épouvantail ne le gêne pas. Mais maman, les cerises. Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie. Les cerises? Ah, oui, les cerises. Dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste, allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumer. Si je me trompe, laissez-moi errer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous. Lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus, elle redevint bonne, ronde, humble devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai, les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide. J'ai vu, me contait-elle, moi qui te parle, j'ai vu neiger au mois de juillet. Au mois de juillet? Oui, un jour comme celui-ci. Comme celui-ci? Je répétai la fin de ces phrases. J'avais déjà la voix plus grave que la sienne, mais j'imitais sa manière.
Je l'imite encore. Oui, comme celui-ci, dit ma mère en soufflant sur un flocon impondérable d'argent arraché au pelage de la chienne havanaise qu'elle peignait. Le flocon plus fin que le verre filé s'embarqua mollement sur un petit ruisseau d'air ascendant, monta jusqu'au toit, se perdit dans un excès de lumière. Il faisait beau, reprit ma mère, beau et bon. Vint une saute de vent, une queue d'orage que la saute de vent emmena et bloqua sur l'est naturellement. Une petite grêle très froide, puis une chute de grosse neige épaisse et lourde, des roses couvertes de neige, des cerises mûres et des tomates sous la neige, des géraniums rouges qui n'avaient pas eu le temps de refroidir et qui fondaient la neige à mesure qu'elle les couvrait. Ce sont des tours de celui-là. Elle désignait du coude et menaçait du menton le siège altier, l'invisible lit de justice de son ennemi, l'Est, que je cherchais par-delà les chaudes nues croulantes et blanches du bel été. Mais j'ai vu bien autre chose, reprenait ma mère. Autre chose? Peut-être avait-elle rencontré un jour, montant vers Bel Air ou sur la route de Thury, l'Est lui-même. Peut-être un grand pied violacé, la margelée d'une prunelle immense avait-il, pour qu'elle me les décrivît, divisé les nuages. J'étais grosse de ton frère Léo, et je promenais la jument avec la Victoria. La même jument que maintenant? Naturellement, la même jument. Tu n'as que 10 ans. Crois-tu qu'on change de jument comme de chemise? La nôtre était alors une très belle jument, un peu jeune, que je laissais quelquefois mener par Antoine, mais je montais dans la Victoria pour la rassurer. Je me souviens que je voulus demander pour rassurer qui? Je ne me retins jalouse que de garder intacte la foi et l'incertitude d'une équivoque. Pourquoi la présence de ma mère n'eût-elle pas rassuré la Victoria? Tu comprends, quand elle entendait ma voix, elle se sentait plus tranquille, mais certainement très tranquille, et tout étalée en drap bleu entre ses deux lanternes riches, à couronne de cuivre découpée en trèfle. Une figure de Victoria tranquillisée, parfaitement. Dieu, que tu as l'air bête en ce moment, ma fille. Tu m'écoutes? Oui, maman. Donc, nous avions fait un grand tour par une de ces chaleurs. J'étais énorme et je me trouvais lourde. Nous rentrions au pas et l'avait coupé des genêts fleuris, je me rappelle. Nous voilà arrivés à la hauteur du cimetière. Non, ce n'est pas une histoire de revenants. Quand un vrai nuage du sud, marron roux, avec un petit ourlet de mercure tout autour, se met à monter plus vite dans le ciel, donne un bon coup et crève en eau comme un seau percé. Antoine descend et veut lever la capote pour m'abriter. Je lui dis: non, le plus pressé, c'est de tenir la jument à la tête. Si la grêle vient, elle s'emballera pendant que vous lèverez la capote. Il tient la jument qui dansait un peu sur place, mais je lui parlais, tu comprends, comme s'il n'avait plus ni tonné. Je lui parlais sur un ton de beau temps et de promenade au pas. Et je recevais un hagard d'eau incroyable sur ma malheureuse petite ombrelle en soie. Le nuage passé, j'étais assise dans un bain de siège. Antoine trempé et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu vider la capote, nous y avons trouvé quoi? Des grenouilles minuscules, vivantes, au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud, par une trombe chaude, une de ces tornades dont le pied en pas de vis ramasse et porte à 100 lieues un panache de sable, de graines, d'insectes. J'ai vu cela, moi, oui. Elle brandissait le peigne de fer qui servait à carder la chevelure de la havanaise et les angoras.
Elle ne s'étonnait pas que des prodiges météorologiques l'eussent attendue au passage et tutoyée. Vous croirez sans peine qu'à l'appel de Sido, le vent du sud se levait devant les yeux de mon âme, tord sur son pas de vis, empanaché de graines, de sable, de papillons morts, racinés au désert de Libye. Sa tête indistincte et désordonnée s'agitait, secouant l'eau et la pluie de grenouilles tièdes. Je suis capable encore de le voir. Mais que tu as donc l'air bête aujourd'hui, ma fille. D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. C'est dommage que cela t'arrive si rarement. Tu pêches déjà comme moi par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'égare mon dé, d'avoir perdu un parent bien-aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entr'ouverte, et tu rajeunis. À quoi penses-tu? À rien, maman. Je ne le te crois pas, mais c'est très bien à imiter, vraiment très bien, ma fille. Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur. Je tressaillais, je rougissais sous la louange piquante, l'œil acéré, la voix au final haute et juste. Elle ne m'appelait ma fille que pour souligner une critique ou une réprimande, mais la voix, le regard étaient prompts à changer. Oh, mon joyau tout en or, ce n'est pas vrai, tu n'es pas ni bête ni jolie, tu es seulement ma petite fille incomparable. Où vas-tu? Comme à tous les inconstants, l'absolution me donnait des ailes, et dûment embrassée, légère, j'apprêtais déjà ma fuite. Ne t'en vas pas loin à cette heure-ci, le soleil se couche dans... Elle ne consultait pas la montre, mais la hauteur du soleil sur l'horizon, et la fleur du tabac où le datura assoupit tout le jour et que le soir éveillait. Dans une demi-heure, le tabac blanc embaume déjà. Veux-tu porter des aconites, des encolis et des campanules chez Adrienne Saint-Aubin et lui rendre la revue des deux mondes? Change de ruban, mets-en un bleu pâle. Tu as un teint pour le bleu pâle ce soir. Changer de ruban. Jusqu'à l'âge de 22 ans, on m'a vu coiffé de ce large ruban, noué autour de ma tête. À la vie le brun, disait ma mère, et porter un message de fleurs. Ainsi ma mère m'avertissait que j'étais pendant une heure, un jour, particulièrement jolie, et qu'elle s'enorgueillissait de moi. Le ruban en papillon épanoui au-dessus du front, quelques cheveux ramenés sur les tempes, je prenais les fleurs à mesure que Sido les coupait. Maintenant, va, donne les encolis doubles à Adrienne Saint-Aubin. Le reste, à qui tu voudras dans notre voisinage. Sur l'Est, il y a quelqu'un de malade, la mère Adolphe. Si tu entres chez elle... Elle n'avait pas le temps de finir sa phrase, que je reculai d'un saut, renâclant comme une bête devant l'odeur et l'image de la maladie. Ma mère me retenait par le bout d'une de mes tresses, et son soudain visage sauvage, libre de toute contrainte, de charité, d'humanité, bondissait hors de son visage quotidien. Elle chuchotait. Tais-toi, je sais, moi aussi, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut jamais le dire. Va, va maintenant. Tu t'es encore mis cette nuit un papier à papillotes sur le front, hein? Matine, enfin. Elle lâchait ma reine de cheveux, s'éloignait de moi pour me mieux voir. Va leur montrer ce que je sais faire. Mais quoi qu'elle m'eût recommandé, je n'entrai pas chez la malade de l'Est. Je passai la rue comme un guet, en sautant de l'un à l'autre caillou pointu, et je ne m'arrêtai que chez la singulière amie de ma mère, chez Adrienne. Les enfants et les neveux que celle-ci a laissés n'auront pas gardé d'elle un souvenir plus vif que n'est le mien. Vive, guetteuse et somnolente, un bel œil jaune de gitane sous les cheveux crépus. Elle irait avec une sorte de lyrisme agreste, une exigence quotidienne de nomade. Sa maison lui ressemblait par le désordre et par une grâce qui se refuse aux sites et aux êtres polissés. Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure étouffante, rose et glycine dans son jardin, escalader les ifs, gagner le soleil par des efforts d'ascension et des dépenses d'énergie qui réduisaient
leurs tiges mères étirées à une nudité de reptiles. 1000 roses réfugiées au sommet des arbres fleurissaient hors d'atteinte, parmi des glycines à longues gouttes de fleurs et des bigonniers pourpres, victorieux ennemis des clématites épuisées. Sous cette chevelure, la maison d'Adrienne suffoquait aux heures chaudes, sûre d'y trouver des piles de livres éboulés, des champignons cueillis à l'aube, des fraises sauvages, des ammonites fossiles et, selon la saison, des truffes grises de puisailles. Je m'y glissais à la manière d'un chat. Mais un chat hésite et demeure interdit devant un plus chat. La présence d'Adrienne, son indifférence, un secret étincelant et bien gardé au fond de ses prunelles jaunes, je les supportais avec un trouble chagrin que je cotais peut-être à son prix. Elle mettait à me négliger une sorte d'art sauvage et sa bohémienne, son universelle indifférence, me blessait comme une rigueur d'exception. Quand ma mère et Adrienne allaitaient, la première sa fille, la seconde son fils, elles échangèrent un jour, par jeu, leur nourrisson. Parfois Adrienne m'interpellait en riant. Toi que j'ai nourri de mon lait. Je rougissais si follement que ma mère fronçait les sourcils et cherchait sur mon visage la cause de ma rougeur. Comment dérober à ce lucide regard, gris de l'âme et menaçant, l'image qui me tourmentait, le sein brun d'Adrienne et sa cime violette et dure. Oublier chez Adrienne, entre des cubes vacillants de livres, toute la collection de la Revue des Deux Mondes, entre autres, entre les tomes innombrables d'une vieille bibliothèque médicale à odeur de cave, entre des coquillages géants, des simples à demi secs, des pâtés de chat aigris, le chien perdreau, le matou noir à masque blanc qui s'appelait Colette, et mangeait le chocolat cru. Je tressaillais à un appel venu, par-dessus les ifs entravés de roses et les tuyas éthiques que paralysait un piton de glycine. Dans notre maison, surgissant d'une fenêtre comme pour annoncer le feu ou les voleurs, ma mère criait mon nom. Étrange culpabilité d'une enfant sans reproche que je courais. J'apprêtais un air simple, un essoufflement détourdi. Si longtemps chez Adrienne? Pas un mot de plus, mais quel accent! Tant de clairvoyance et de jalousie en Sido, tant de confusion en moi refroidirent, à mesure que je grandissais, l'amitié des deux femmes. Elles n'eurent jamais d'altercation, rien ne s'expliqua entre ma mère et moi. Qu'eussions-nous expliqué? Adrienne se gardait de m'attirer ou de me retenir. Ce n'est pas toujours par l'amour que la captation commence. J'avais 10 ans, 11 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'associasse un gênant souvenir, une certaine chaleur de cœur, la déformation féerique d'un être et de sa demeure à l'idée d'une première séduction. Sido et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses au centre de l'imaginaire étoile à 8 branches, dont chacune portait le nom d'un des points cardinaux et collatéraux. Ma 12e année vit arriver la mauvaise fortune, les départs, les séparations. Réclamée par de quotidiens et secrets héroïsmes, ma mère appartint moins à son jardin, à sa dernière enfant. J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique, mais il m'eût fallu une Sido debout, dans le jardin, entre la pompe, les hortensias, le frêne pleureur et le très vieux noyer. Là, je l'ai laissé, quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Là, je l'ai pourtant revu, un moment furtif du printemps de 1928. Inspirée et le front levé, je crois qu'à cette même place, elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement, par les nuits chemins de la rose des vents.